Merci. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour la dernière séance des Mardis de l'Histoire. Alors la dernière de cette saison, je vous rassure, puisque a priori l'an prochain nous pourrons continuer à nous retrouver pour découvrir l'histoire locale. Mais ce soir, nous finissons en beauté avec un grand agriculteur qui a ensuite urbanisé une partie de notre ville, c'est-à-dire Caffin. Et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à écouter cette conférence écrite et réalisée de main de maître par le président de la Société d'Histoire et d'Archéologie, Pierre Gillon, spécialiste bien évidemment du sujet. Voilà, je vous demande de l'applaudir bien fort. Bon, merci de m'avoir préféré à la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez eu raison, vous me le direz à la fin de l'exposé. Je vais parler ce soir d'une grande période de mutation qui s'étend de la fin du XVIIIe au milieu du XIXe siècle. Elle a vu passer 3 révolutions, 1789, 1830, 1848, la confiscation des terres des Condés, leur vente partielle, puis leur restitution également partielle en 1814, enfin leur vente en 1830. Elle a été traversée par un record de changements de régime, tandis que les idées politiques et sociales progressent. Des épidémies catastrophiques de choléra, 1832, 1854, 150 000 morts à chaque fois, et des crises économiques. L'abolition de l'esclavage en 1794, son rétablissement en 1802, puis son abolition définitive en 1848. Et c'est à travers tout cela que la boucle de la Marne va connaître sa plus belle phase agricole avant d'être vouée à l'urbanisation. Et nous allons découvrir ensemble à travers les principaux acteurs agricoles et surtout l'action agronomique et scientifique d'un homme qui sort de l'ordinaire, Caffin dit d'Orsigny. Mon intérêt au personnage a été un peu comme un défi. Georges Sauter, qui fut longtemps notre secrétaire général, s'était demandé en quoi il avait mérité l'épithète d'agronome éminent. Petit retour en arrière. Au XVIIIe siècle, la plaine de la Varenne est d'abord un territoire de chasse à courre où les murs et les haies sont interdits. Les terres sont réputées fort mauvaises, ou plutôt elles s'appauvrissent rapidement. Les bons agriculteurs l'ont déserté dès le XVIe siècle, découragés par les chasses, heureusement peu fréquentes, et par les milliers de lapins de Garenne qui pullulent et détruisent tout, même les arbres. On ne s'en débarrassera en France qu'en 1950, grâce à un médecin de l'Académie de médecine qui a introduit la myxomatose, tuant les lapins par dizaines de millions. Au cœur de la boucle, bien des terres restent en friche. Les meilleures terres sont les terres inondables en pourtour qui font d'excellents prés et les îles où on trouve des vergers et même des vignes. Les terres cultivées sont ensemencées à 60% en herbe, à fourrage pour les bêtes, avoine, orge, luzerne, sainfoin, ces 2 dernières servant aussi à régénérer les sols pauvres. Un tiers est ensemencé en seigle pour le pain. Restent quelques parcelles consacrées à la culture des pois et à celle du froment pour le pain des riches. Il y a 3 fermes qui remontent toutes à la fin du Moyen-Âge et comprennent chacune une maison de maître et des installations agricoles. 2 appartiennent au prince de Condé, la ferme de Champignol au nord, la ferme du Trou ou Petit-Ménil au milieu, et au sud, la ferme Saint-Hilaire ou de la Varenne, ancien Grand Ménil. C'est un très beau domaine indépendant dont les 2 cours sont entourés de jardins très soignés. Entre le Petit Ménil et le Grand Ménil, notons, entouré en jaune, une agréable résidence aristocratique ornée d'un parterre avec une allée qui mène jusqu'à la Marne. C'est aujourd'hui notre villa Médicis. En face de celle-ci, quelques bâtiments qui ne sont alors que des granges et une laiterie, c'est la future ferme des Piliers. En 1789, le prince de Condé émigre avec son fils, le duc d'Enghien, parmi les premiers.
Ces biens vont être vendus pour financer l'effort de guerre de la République, sauf le Grand Parc, qui devient bien de la nation, puis parc impérial. 10 ans plus tard, apparaît François de Mallet, très ancienne noblesse des Mallet de Graville, ancien capitaine de cavalerie du roi, émigré, puis rentré en France sous le Directoire, sous le nom de Mallet-Mamon. Il achète la ferme Saint-Hilaire et ses 92 hectares, puis la ferme du Trou et différentes terres, et enfin celle de Champignol en 1806. Il se constitue ainsi un domaine de 409 hectares. Il rattache les terres de Champignol à la ferme du Trou et revend la maison de maître au général d'Empire Guillot Latour. Ce sera désormais le château de Champignol et non plus une ferme. Dès 1803, son exploitation est réputée. Il a fertilisé le sol sablonneux avec du sainfoin et un troupeau de 900 moutons mérinos. Il pratique une rotation soigneuse des grains et des plantes fourragères et potagères, dont les carottes, navets, pommes de terre et les topinambours qui nourrissent les cochons. Il introduit les bœufs sans cornes, crée une pépinière d'arbres indigènes et exotiques et perfectionne les instruments de culture. Mais en 1803, la foudre tombe sur la ferme de la Varenne et l'incendie détruit en 3 heures une aile de bâtiment de 68 mètres de longueur, malgré l'intervention de 400 personnes de toutes les communes voisines, dont les maires de Saint-Maur, Chennevières et Ormesson. La récolte de l'année est entièrement perdue. Pour obvier à ce risque majeur d'incendie des granges, il construit parmi les tout premiers des meules hollandaises qui protègent le grain et le foin. La plaine de la Varenne se couvre donc de ces édicules. La Société d'agriculture lui décerne une médaille d'or. Et c'est dans la ferme de la Varenne qu'elle organise une expérience comparative de l'efficacité de 5 charrues en 1806. La nouvelle charrue Guillaume, qu'utilise Mallet-Mamon, se révèle la meilleure de toutes. Adaptée aux terres légères, elle permet de tracer des sillons très droits. Elle est tractée par des chevaux plutôt que des bœufs et ne pèse que 200 kg, moitié moins que la charrue de brie traditionnelle. À l'époque où il n'existe aucun engin mécanique, l'amélioration des charrues est un sujet essentiel, surtout pour labourer plusieurs fois par an 400 hectares de terre. C'est alors que les conflits internationaux vont imposer un tournant majeur dans la politique agricole. En 1806, Napoléon avait décrété le blocus continental de l'Europe pour contrer le blocus anglais. Idée géniale et catastrophique. Plus de sucre des Antilles. Inspiré par Chaptal, il découvre que la betterave qui contient 20% de sucre peut être son arme maîtresse contre l'Angleterre. Il ordonne la mise en culture de 32 000 puis 100 000 hectares de betteraves à sucre. C'est depuis lors que la France a été, jusqu'il y a 15 ans environ, le premier producteur mondial de betteraves. Elle a toujours le meilleur rendement à l'hectare au monde, mais la production est en chute libre malgré la fabrication de bioéthanol. En 1812, les préfets sont chargés de répartir la production entre les communes et les communes entre les principaux propriétaires. Saint-Maur doit ensemencer 20 hectares, dont 8 pour Mallet. Les fabriques parvenant à produire 10 tonnes de sucre sont dispensées d'impôts. Mallet développe la ferme des Piliers, où il installe une raffinerie de sucre toute simple, mue par un manège de chevaux avec une chaudière à feu nu. Mais lorsqu'à la fin de l'Empire, le blocus est levé, les producteurs de betteraves font faillite. C'est Poupart qui rachète à un prix avantageux la belle exploitation début 1816. Quant à Mallet, après s'être remis de sa faillite, il fonde 15 ans plus tard une nouvelle raffinerie dans l'ancien château de Choisy-le-Roi. Le sucre de betterave devient de plus en plus rentable grâce au progrès du raffinage. Son commerce concurrence la production coloniale du sucre de canne qui reste cher car les colonies n'ont pas de combustible, les grands colons peu d'habileté et la main-d'œuvre d'esclaves n'est pas efficace. Mais les colons souvent d'origine noble,
sont très influents sous la Restauration. Et c'est le trafic colonial qui fait vivre les ports français, 100 000 tonnes par an. Sous Charles X comme sous Louis-Philippe, les gouvernements sont assez médiocres en matière économique. Alors en 1837, on crée une taxe sur le sucre de betterave, puis on abaisse les droits sur les importations, ce qui favorise la concurrence étrangère plus que les colonies. Et la taxe produit un effet inverse. Le cours du sucre colonial monte, tandis que les producteurs de betteraves et leurs chimistes accroissent leur compétitivité. Alors on augmente la taxe, et ainsi de suite chaque année pendant près de 10 ans. On ajoute même une surtaxe et on envisage d'interdire la production de sucre de betterave, ce à quoi s'opposent heureusement Thiers et la plupart des députés. Dès 1837, Poupart, en difficulté, fait appel à un agronome déjà réputé, Caffin d'Orsigny. Ce n'est pas un noble, son surnom lui vient de la ferme où il s'est rendu célèbre. Il est issu d'une longue lignée de fermiers-receveurs. Avant la Révolution, les fermiers-receveurs géraient les exploitations agricoles pour le compte des nobles et faisaient rentrer les impôts seigneuriaux. Ils étaient plutôt riches, compétents, cultivés, et leurs enfants bénéficiaient d'une excellente éducation dans les collèges parisiens. Jean-Marc Morisseau a étudié quelques grandes dynasties de ces fermiers-receveurs, dont les Chartiers, qui tenaient la plupart des grandes fermes d'Île-de-France. Ce sont eux qui ont le plus profité de la Révolution en rachetant les exploitations seigneuriales vendues comme bien national. En revanche, leur vision de l'agriculture est traditionnaliste et la progression des rendements plutôt lente. La lignée des Caffin, Fessard, Gouy est plus modeste. On ne la rencontre que dans une vingtaine de fermes, surtout dans le Val d'Oise et dans l'Oise. Notre Caffin est né en 1781 à Cormeilles-en-Parisis, où son père gère 3 grosses fermes pour le compte des dames de Saint-Cyr qui ont hérité des anciens domaines de l'abbaye de Saint-Denis. Le revenu de ces fermes est évalué à 15 000 livres. Quant à son oncle Pierre Fessard, allié aux Chartiers, cette très importante famille de fermiers-receveurs que j'ai citée, il gère les 2 très grosses fermes de Savigny à Aulnay-sous-Bois. C'est vous dire que Caffin évolue dans une société déjà très privilégiée. À 24 ans, il épouse sa cousine germaine Félicité Fessard, âgée de 17 ans, qui lui apporte une belle dot de 35 000 francs. Ainsi, les biens restent dans la famille. Leur arbre généalogique, en rose les Caffin, en vert les Fessard, montre qu'au XVIIe siècle, ils ont en partie les mêmes ancêtres. Les sœurs de Caffin épousent de grands fermiers. Les beaux-frères de Caffin, qui sont aussi ses cousins, vont l'un acquérir la prestigieuse ferme de la Ménagerie royale à Versailles et l'autre devenir négociant à Paris. Il sera associé à Caffin dans ses entreprises industrielles. Caffin et Félicité font leurs premières armes en gérant la ferme d'Us, que leur a confié le père de Félicité, qui est en même temps l'oncle de Caffin. Puis il hérite d'un autre oncle, la ferme de Gouzangrèze, tout près de la précédente. Elle deviendra une importante distillerie d'alcool de betterave. En 1816, il succède à son beau-père à la tête de la grande ferme d'Orsigny à Saclay, une des plus vastes de la région. Ancienne ferme des Lazaristes, d'une valeur de 370 000 livres, c'est une ferme double dont les bâtiments occupent 14 000 m², avec 2 étangs, un canal et 154 hectares. Caffin a 35 ans, il a du métier, il est entreprenant, et c'est le début d'une aventure agricole novatrice de tout premier ordre. Arrêtons-nous un instant sur la personnalité de Caffin. Voici ce portrait qui le montre beaucoup plus âgé, bien entendu. C'est un homme profondément républicain, mais qui ne connaîtra de la République que la période 1848-1852. Très cultivé, compétent, il lit beaucoup, il est à l'affût de toutes les nouveautés techniques et scientifiques que publient les sociétés agricoles et industrielles en France et en Europe. Il appartient à la génération qui se nourrit des idées saint-simoniennes, qui lie au progrès technique, le progrès social, l'émancipation et l'éducation. C'est aussi la génération confrontée à un véritable défi de production,
À partir de 1815, la France croît de 2 millions de bouches à nourrir par décennie, dont 100 000 à Paris, 100 000 de plus tous les 10 ans. La France ne produit pas assez, elle importe et les importations coûtent cher. Il faut gagner ce défi sous des régimes peu progressistes et à travers des crises dramatiques, celle de 1827-1832 suivie du choléra et la longue dépression et famine de 1846-1851. Et les grandes crises sont bien sûr ponctuées de révolutions. Heureusement, naissent partout des sociétés d'agriculture et de grands exploitants comme Caffin, qui méritent l'épithète d'agronome éminent, car ils ne se contentent pas d'exploiter, ils expérimentent, ils mettent au point des méthodes pour accroître les rendements en agriculture comme en élevage et rendent des exploitations rentables. Et surtout, ils disposent d'un réseau scientifique et ils publient ces résultats dans les revues professionnelles. 20 publications entre 1834 et 1867, sans compter les articles dans les revues. C'est grâce à cela que j'ai pu reconstituer son histoire. À Orsigny, durant 10 ans, il teste des cultures nouvelles, colza, pavot, chènevis, caméline. Il fait venir un planteur des Flandres, installe des meules verticales tournantes qu'il transforme en presse hydraulique et, première fois en France, une machine à écraser les graines pour faire des huiles, pour l'éclairage et le savon. Il parvient à extraire la morphine des graines de pavot, une révolution pour la médecine. Il fait des expériences sur la conservation des cidres dans des foudres de 30 000 litres. Il crée des fabriques d'amidon et de fécule de pommes de terre dont les résidus servent aux animaux et à l'engrais des terres. Son principe est que tous les produits et résidus de la ferme peuvent et doivent être réutilisés pour engraisser les champs ou les bêtes. C'est de l'industrie agricole et de l'agronomie, car ces expériences sont publiées dans les revues d'agriculture et connues dans toute la France. Côté élevage, ces 1200 moutons mérinos, inoculés contre la clavelée ou variole, servent de reproducteurs pour la diffusion de la race pour contrer les importations. Et il est nommé par le roi avec Fessard, administrateur de l'association pour la propagation des mérinos. Mais l'expérience d'Orsigny finit mal. Les beaux moulins à huile aux meules en marbre noir financés par le richissime duc de Rivoli, fils du maréchal Masséna, ces beaux moulins où des ouvriers agricoles illettrés s'éclairent avec des lampes à huile sont en feu par 2 fois. D'abord en 1823, en pleine nuit, par la faute d'un ouvrier, on s'endette et on reconstruit. Puis en 1826, en pire, malgré la mobilisation générale des habitants des environs, des pompes de la manufacture de Jouy, de tous les pompiers de Versailles, tout est détruit. Caffin jette l'éponge et vend son exploitation en 1827. Sa réputation est telle qu'en cette même année 1827, il est désigné parmi les actionnaires fondateurs de l'école d'agriculture de Grignon, ou institution royale agronomique, première du genre en France. Il en devient l'un des 15 administrateurs et jurés des concours. Drôle d'école à ses débuts, pourtant à l'origine d'AgroParisTech, qui fonctionne avec des administrateurs actionnaires et dont on attend des revenus. Délivrant un diplôme en 2 ans, elle sera vite critiquée, prix élevé, élèves peu nombreux, enseignement limité et loin d'être à l'avant-garde de l'agronomie. Car cette école est une affaire de cours. Charles X, sans doute le souverain qui a le plus ignoré son peuple et les réalités économiques, a placé à la tête des actionnaires son fils, Louis d'Artois, 12 pairs de France, des ducs, des comtes, des marquis, des banquiers, et Caffin y est l'un des rares agronomes. Il s'y montre bien sûr très critique dans une analyse de plus de 200 pages et finira par démissionner avec fracas, ainsi que d'autres administrateurs soutenus par la presse agricole. L'école sera réformée en 1848 sous la Deuxième République. À fréquenter des pairs de France, Caffin a des ambitions politiques. Il est un républicain libéral convaincu.
il fait des pieds et des mains pour faire élire des amis républicains à la Chambre des députés. En vain, les grands électeurs sont triés sur le volet et les préfets trichent. Très parisien depuis la vente d'Orsigny, il fréquente les salons progressistes, dont celui de Lafayette. Lorsqu'éclate la brève révolution de 1830, Caffin se démène auprès de la presse et veut convaincre Lafayette de prendre la tête d'un gouvernement républicain. Mais le vieux général n'est plus le jeune capitaine qui aidait à l'indépendance des États-Unis. Lafayette, Thiers et le banquier Laffitte offrent le trône au futur Louis-Philippe, qui fait mine d'être très libéral. Caffin et ses amis ne désarment pas. Ils prêtent le grand manège de chevaux qu'il a acquis rue Montmartre à la première grande société républicaine, la Société des Amis du Peuple. Ces jeunes leaders sont Arago, Blanqui, Raspail et surtout Godefroy Cavaignac. Elle organise de grandes réunions publiques d'opposition républicaine. La police royale infiltre le mouvement, ferme le manège et la société est dissoute. Accusé d'avoir prêté son manège sans autorisation, Caffin se défend superbement au nom de la liberté d'expression et il s'en tire avec une amende. 6 mois plus tard, les leaders sont traduits en justice pour complot. Cavaignac y fait un plaidoyer républicain d'une telle qualité qu'il sauve leur tête. Il est porté en triomphe par 3000 manifestants et se rend célèbre dans toute la France. Durant quelques années, il s'installe à Saint-Maur, d'où il anime sa très secrète Société des droits de l'homme et tente de soulever les ouvriers typographes parisiens réduits au chômage. Ainsi s'achève la brève incursion de Caffin en politique. Revenons à Saint-Maur. C'est un nouveau défi. Comment faire produire de l'or? J'ai l'impression que j'ai sauté. Ah oui, non, c'est bien ça, non, j'ai pas sauté. Donc, c'est un nouveau défi. Comment faire produire de l'or à un seul pauvre? En 1829, Caffin a pris à bail pour 20 ans les terres de Poupart. Il apporte des engrais considérables. Alors, on sait ce que c'était. C'était principalement des chiffons de laine imbibés de jus de fumier à raison de 1500 kg par hectare tous les 3 ans, plus tous les résidus des cultures et de l'élevage, donc betteraves pourries, charognes des animaux morts, etc. C'était très efficace. Il remonte le train de la ferme et répare les bâtiments pour 250 000 francs. 2 ans après, Poupart, très endetté, fait faillite. Caffin rachète le domaine en 1832, 314 hectares pour 272 000 francs. Il emprunte 90 000 francs qui sont remboursés en 4 ans grâce aux recettes des récoltes. C'est dire si la production betteravière est rentable avec Caffin. Voici Caffin à la tête d'une exploitation 2 fois plus vaste qu'Orsigny. Pour de nombreuses années, il est le premier propriétaire de Saint-Maur, le premier employeur et aussi le plus imposé. Son seul impôt sur le patrimoine est le double de celui d'Adam et le triple du modeste budget communal. Comme son père 50 ans plus tôt, il se retrouve avec 3 fermes, dont voici le périmètre d'exploitation, la ferme du Trou en bleu, la ferme des Piliers en vert et la ferme Saint-Hilaire ou de la Varenne en orangé. Alors, curieuse commune que celle de Saint-Maur dans ces années 1830-1840. La plaine de la Varenne appartient à 90% à 3 gros propriétaires, Caffin, Adam, Moinat, qui entretiennent eux-mêmes, au terme du code rural, les voies de circulation et le chemin de halage. Ce sont des terrains privés et gardés où le maire, Louis Barré, un maire monarchiste bontain nommé par le gouvernement royal, ne met jamais les pieds. Il joue les coqs de village au vieux Saint-Maur, animé par les classiques querelles de village, et où il s'est aménagé une très belle ferme, mais avec peu de terre, dans l'ancienne capitainerie du château. J'en parlerai un jour. Bien sûr, Caffin est son pire ennemi politique. Barré se contente de grommeler contre Caffin, dont les cultures et les industries dégagent de temps à autre de très mauvaises odeurs.
3 fermes pour un seul fermier, même doué, c'est beaucoup. En 1833, Caffin loue la ferme du Trou à Fouju, puis la vend 2 ans après à Didier, qui la fermera pendant 25 ans avant d'en lotir les terres. Puis il loue la ferme des Piliers à Adolphe Lefour, dont je vais reparler. En fait, les produits des 3 fermes continuent à alimenter les sucreries et féculeries de Caffin, de même que d'autres exploitations voisines. Il garde pour lui la ferme Saint-Hilaire, la plus agréable, avec sa maison de maître en forme de petit château que vous voyez ici, derrière laquelle on voit la Marne. À gauche, l'orangerie surmontée de la statue de Saint-Hilaire, qui se trouve aujourd'hui dans l'église Saint-Hilaire. Elle a été construite par Caffin sur l'emplacement de la chapelle du XVIIe siècle, abandonnée à la Révolution, dont Caffin avait retrouvé des vestiges ainsi que des vestiges du cimetière. Un auteur estime que le site est un des plus jolis autour de Paris. Sitôt maître de la Varenne, que fait Caffin ? Il continue ses expérimentations, mais désormais, il s'agit d'industrie agricole centrée sur la betterave à sucre, industrie en pleine croissance, dont la quantité de terre exploitée double alors chaque année, et secondairement sur la pomme de terre. Pour la betterave, Caffin équipe la sucrerie d'une seconde chaudière à vapeur et fait appel au meilleur spécialiste de l'époque, le chimiste Dubrinfo, qui s'installe un moment à la Varenne en 1830, où il dirige la sucrerie installée dans la ferme des Piliers. Il y a également une féculerie et une distillerie, et on signale à proximité la magnanerie de Bernier pour les verres à soie, ainsi qu'une briqueterie. La raffinerie de sucre et la distillerie se trouvent à côté d'un manège de chevaux qui fait tourner les installations et d'une féculerie que dirige un des fils Caffin, Alfred, lequel fabrique la colle de fécule qui se vendait alors très bien. Dubrinfo, qui a trouvé le moyen de distiller la mélasse de betterave, dirige en même temps les sucreries de Sucy et de Bercy et la distillerie de Fessard à Versailles. Il parvient à fabriquer jusqu'à 2000 litres d'alcool industriel par jour, titrant à 93 degrés. Cette culture très technique est difficile à gérer car la betterave à sucre a un cycle de 2 ans. On récolte les racines dès la première année, mais il faut attendre la suivante pour avoir fleurs et graines pour la reproduction. Il fallait enrichir la terre avec des engrais phosphatés qui n'existent pas encore et non azotés pour que les racines croissent en sucre et non en feuilles. Ensuite, sélectionner des variétés à forte teneur en sucre, enfin extraire le maximum de sucre. Ce rare dessin, découvert par Alain Ségouffin, montre la ferme des Piliers avec son manège, utilisé ici pour torréfier des racines de betterave séchées et pilées, afin de produire un succétané de café. Caffin avait commencé de le commercialiser en 1835. Les avis étaient partagés quant à son goût, mais il était très apprécié à la campagne car plus économique que la chicorée. Voyez ici, à l'intérieur d'une manufacture de sucre, des roues à courroie actionnées par le manège à traction animale. La fabrication du sucre est une activité agro-industrielle qui fait appel à des spécialistes, chimistes et techniciens. Alors écoutez bien, interrogation à la fin de l'exposé. Donc, dès cette époque, l'extraction du sucre nécessite une succession d'opérations complexes. 1. Lavage des racines. 2. Coupage en cossettes ou bandelettes. 3. Diffusion, c'est-à-dire passage à contre-courant dans l'eau chaude pour récupérer le jus sucré. 4. Épuration du jus de diffusion avec traitement à la chaux ou au noir animal. C'était un charbon actif tiré de la calcination des ossements animaux. Aujourd'hui, on utilise un charbon actif végétal. 5. Évaporation à la chaleur. 6. Cristallisation, c'est une sorte de cuisson en plusieurs jets ou étapes. 7. Malaxage. Et enfin, 8. Centrifugation pour séparer les cristaux de sucre de la mélasse. Vous avez bien compris, hein ? Caffin innove en inventant des toiles de filtrage tendues sur des haies, technique qui lui survivra plusieurs décennies. Il utilise la mélasse, résidu du raffinage, pour nourrir les animaux, particulièrement les chevaux, en mélange avec la paille, cela les rend joyeux. À la Varenne, les sols médiocres donnaient pourtant de bons produits et d'importants bénéfices à Caffin,
comment? D'une part, en régénérant les sols, Caffin pratique des assolements perfectionnés sur 8 ans, commençant par la betterave ou la pomme de terre, suivi d'une alternance de seigle, sainfoin, avoine, et ainsi de suite pour éviter l'appauvrissement du sol et finir par la luzerne qui régénère le substrat. D'autre part, en les engraissant copieusement avec tous les déchets de l'élevage, comme je l'ai dit. Par ailleurs, on augmente les rendements en payant les ouvriers à la tâche et non à l'heure. On a une indication de rendement en betterave pour une année seulement, 1838, 44 tonnes à l'hectare. C'est très, très élevé pour l'époque, mais avec un rendement en sucre de 4% qui est un peu faible. On considère alors que sur une exploitation bien gérée, une recette brute de betterave de 40 000 francs laisse un bénéfice net de 15 000 francs, ce qui est très confortable puisqu'il n'existait alors pas d'impôt sur les gains. Caffin pose les bases de l'élevage scientifique et industriel. Objectif, produire suffisamment de viande et à un prix concurrentiel. En 1843, il présente à l'Académie des sciences le résultat de ses expérimentations sur l'engraissement des bœufs, vaches, moutons, porcs et veaux. Elles ont porté sur 40 000 bêtes. Il montre l'existence d'un rapport constant entre le poids sec d'un aliment et le poids obtenu en viande. Il définit quelle quantité de tel aliment est nécessaire pour obtenir 1 kilo de viande et quel aliment choisir selon le cours des céréales. Le plus efficace, ce sont les tourteaux de graines oléagineuses, ce sont les résidus solides des graines après extraction de l'huile, particulièrement de lin. 7 kilos suffisent pour gagner 1 kilo de viande, alors qu'il faut 30 kilos de luzerne pour le même résultat. Il définit ainsi la proportion idéale à respecter entre la taille du troupeau et celle des cultures pour engraisser sans dépense, les résidus des cultures engraissant les bêtes et les résidus de l'élevage fertilisant les champs. Il fait de même des expérimentations sur les volailles. Comment doubler le poids des poulets en 18 jours? Comment entretenir 330 volailles dans une ferme de 100 hectares sans dépense? Comment faire couver 25 œufs à la fois par une dinde, etc. En 1847, il est le premier en France à installer une couvaison artificielle de 800 poulets. Il intervient dans les congrès d'agriculture et ses travaux seront encore cités 40 ans après lui. Caffin a placé ses revenus dans bien des entreprises dont j'ai du mal à faire l'inventaire, souvent avec son beau-frère Fessard, le négociant. Quelques exemples. À Paris, où il réside rue Montmartre, avec femme et enfants, mais aussi avec ses beaux-frères et cousins et leurs familles, il possède le grand manège central, qu'il met un moment à disposition de la garde nationale. Il y crée une société pour le dressage et la vente des chevaux de luxe, associée à un vicomte qui se révèle un peu mafieux. Un procès entraîne la vente du manège. Caffin, passionné de cheval, en achète aussitôt un autre. À Paris toujours, il a ouvert en 1835 une maison de vente de café de betterave boulevard du Temple. À Bercy, il ouvre la même année avec Fessard une usine de fabrication de mélasse. En 1838, il s'associe avec le neveu du banquier Laffitte pour l'exploitation d'une mine de houille à Blanzy en Saône-et-Loire. Le filon à faible profondeur se révèle vite une mauvaise affaire. Sans doute Caffin avait-il imaginé disposer à bas prix du charbon nécessaire aux chaudières de ses raffineries. La même année, il tente avec son beau-frère de déposer un projet pour le canal de la Marne au Rhin, mais ne peut aboutir. En 1840, il installe à Épinay-sur-Seine, dans l'ancienne buanderie de la Reine, une féculerie très moderne mue par une machine à vapeur qui fabrique l'amidon et le sirop de glucose pour la pharmacie, les cosmétiques et l'alimentation. Cette usine a fonctionné jusqu'en 1959. Il avait également des intérêts dans les chemins de fer de l'Ouest. Alors, comme je vous l'ai dit, Caffin a confié la ferme des Piliers à Adolphe Lefour. C'est la plus grande ferme, avec 2 cours sur plus d'1 hectare, des écuries pour 45 chevaux, 3 greniers à grains, étables, bergeries, laiteries, porcheries, raffineries, féculeries, forges, charronneries, fournils, poulaillers.
Le Four n'a rien d'un fermier ordinaire. Licencié en droit, élève de Grignon, il s'est perfectionné en Allemagne. Avec Caffin, il ouvre à La Varenne la première ferme-école fondée en France. Il y en aura 25 15 ans plus tard, et elles seront rendues obligatoires en 1848. Mais malgré une offre alléchante et 4 professeurs, sans soutien, l'école ne survivra pas à ses créateurs. Et non seulement le Four, meilleur émule de Caffin, produit de belles récoltes avec une méthode parfaite, mais il se révèle un des plus brillants écrivains de la presse agricole. Il anime pendant 12 ans le journal d'agriculture pratique et de jardinage. Il y tient une chronique agricole qui fait autorité et témoigne d'une connaissance complète de l'agriculture française, tant sur le plan économique que sous les aspects géopolitiques. On peut se demander comment un agriculteur isolé dans sa ferme, mais en fait sans doute très parisien comme Caffin, était au courant de tout ce qui se faisait en France et à l'étranger et pouvait publier le cours de tous les produits agricoles. Et il signe ses chroniques simplement Le Four, fermier à La Varenne-Saint-Maur. C'est aussi à La Varenne qu'il prépare un manuel du cultivateur à l'usage des fermes-écoles en 5 volumes qui paraîtra de 1851 à 1854. Sa renommée est telle dans les milieux agricoles qu'après la vente de la ferme des Piliers, dont je vais reparler, il est nommé inspecteur de l'agriculture en 1847 et il devient un des 2 premiers inspecteurs généraux de l'agriculture l'année suivante, chargé de l'Île-de-France et de toute la partie nord de la France, donc la France agricole la plus productrice. Et jusqu'à sa mort soudaine en 1863, suite à une blessure en préparant un concours agricole, il a déployé une énergie sans pareille pour développer l'agriculture française, multiplier les congrès, comices et concours agricoles et faire connaître les techniques d'agriculture et d'élevage à travers une 15aine de publications, dont un manuel aide-mémoire du cultivateur en 2 volumes en 1860. Ces manuels d'élevage, de comptabilité agricole, d'entretien des animaux de trait, de construction rurale, de mécanique agricole, de défrichement, d'assainissement, d'engrais, de drainage et de labour seront publiés et republiés jusqu'à la fin du XIXe siècle en France et à l'étranger. Ses contemporains ont salué son indépendance et sa justesse d'appréciation et noté que sa mort laissait un grand vide dans la diffusion du progrès agricole. Voilà donc ressuscité la mémoire d'un grand fermier de Saint-Maur. Alors tout a une fin, et voici comment finit l'aventure de la betterave. Comme je vous l'ai dit, de 1837 à 1843, on augmente chaque année la taxe sur le sucre de betterave pour l'empêcher d'être trop compétitif. Mais là-dessus arrivent des années de pluie continuelle, de mauvaises récoltes, une maladie nouvelle de la pomme de terre en 1845, dont on ne sait pas encore que c'est le mildiou. Caffin se livre d'ailleurs à des expériences pour comprendre cette maladie. C'est un marasme agricole sans précédent qui provoque l'arrêt des distillations, suivi d'une crise économique, d'un fort chômage, d'un premier grand exode rural qui déclencheront la révolution de 1848. Alors, dès 1845, Caffin ne conserve que la ferme de La Varenne avec les meilleures terres et compense par le développement de l'élevage la réduction de la betterave et de la pomme de terre. Avant 1851, la raffinerie, la féculerie et la briqueterie ont cessé leur activité. La betterave disparaît rapidement avec l'arrêt des productions de Caffin. On n'en compte plus que 2,5 hectares en 1852 et plus aucun en 1857. Cette disparition ne fait que précéder de peu d'années celle de l'ensemble des cultures. Dès 1852, on compte 200 hectares en friche à Saint-Maur. L'activité agricole disparaît pratiquement du territoire entre 1857 et 1862. Seuls le seigle et l'avoine se maintiennent un peu. L'élevage subsiste plus longtemps. Il y aura encore 363 vaches à Saint-Maur en 1889. On peut dire qu'avec les crises agricoles des années 1840-1850, l'agriculture a disparu du territoire avant même que passe le chemin de fer. Les terres en friche sont libres pour l'urbanisation. Que sont devenus les centaines d'ouvriers agricoles ? C'est à cette époque que nombre d'entre eux, frappés par la misère, acceptent de partir pour l'Algérie,
sur l'offre du gouvernement qui prend en charge leur déménagement et leur installation sur des terres prises aux Algériens à l'issue d'une conquête particulièrement barbare. Alors, dès le début de la crise, Caffin s'est débarrassé de la ferme des Piliers par voie d'échange. Il l'échange, lui, un amoureux de la terre, contre un immeuble parisien, même pas beau, mais situé dans une rue élégante, la rue d'Antin. C'est d'autant plus insolite qu'il conclut cet échange avec Blanche Joséphine Le Bascle d'Argenteuil, duchesse de Maillé. Elle avait été la première dame d'honneur de la duchesse de Berry, belle-fille de Charles X. Plutôt hostile à Louis-Philippe, elle est connue pour son journal des années 1823 à 1851 et pour son salon de la rue de Lille, où s'empressent politiques et hommes de lettres tels Alfred de Vigny et Lamartine. Que s'est-il passé ? Eh bien, j'ai supposé une sorte de pari entre Caffin et la duchesse qu'il aurait rencontré dans son salon. Or, l'échange est conclu en 1845 sans condition entre la ferme de 100 hectares et cet immeuble. La duchesse n'a pas tardé à découvrir que la ferme ne rapportait plus grand-chose et qu'elle est grevée de diverses rentes. Elle la revend pour 260 000 francs à Émile Godard Desmarais, ancien vice-président du conseil d'administration de l'école de Grillon, puis administrateur de la cristallerie de Baccarat. Les terres de la ferme des Piliers, pour lui, ce n'est qu'un placement. Il va faire lotir et revendre une partie des terres à des négociants, facteurs, boulangers, employés, épiciers, tandis qu'une autre partie passera à la société Chapelier en 1861 et le reste à ses héritiers, dont la comtesse de Chambrun, connue pour ses œuvres poétiques. Quant à la belle ferme des Piliers, elle-même, passée à un certain Finet qui fait faillite, elle est vendue aux enchères en 13 lots en 1862. Un mot sur les origines du chemin de fer qui concerne encore notre Caffin. Ce chemin de fer dont on voit apparaître les premiers projets dans les années 1830. Sous Louis-Philippe, aucune vision globale, la Chambre des députés est rebelle à toute organisation coordonnée et vote des lois bâclées. Pour réaliser un chemin de fer, il faut une bonne équipe technique, il faut un banquier et il faut une volonté politique. Chacun fait ce qu'il veut et les banquiers, bien sûr, sont à l'ouest de Paris, toujours en avance sur l'est. Donc Pereire inaugure la ligne de Saint-Germain en 1837, Rothschild celle de Versailles rive droite en 1839 et Fould celle de Versailles rive gauche en 1840. À l'est, 12 ans de projets non viables ou non financés qui capotent tous. Tous, sauf le dernier. En 1859, celui de l'ingénieur Arnaud, un projet visionnaire avec une locomotive à air comprimé, assez abouti pour aller jusqu'à l'enquête publique en décembre 1852. C'est là que revient notre Caffin. Car de son côté, Caffin n'ignore pas que Napoléon III souhaite mettre fin au paupérisme et créer des logements décents pour les ouvriers qui manquent totalement à Paris. Lorsqu'il n'était encore que prince-président, il avait d'ailleurs inauguré, rue Rochechouart, fin 1851, la cité ouvrière Napoléon, qui se voulait un modèle de ce qu'on pourrait multiplier. Ce fut un échec, mais cette cité existe toujours, magnifiquement réhabilitée. Aussitôt informé qu'une ligne de chemin de fer pourrait passer par la Varenne, Caffin écrit à l'empereur pour l'informer qu'il a conçu un projet de logement ouvrier, que la Varenne serait un endroit idéal pour le repos et la détente des familles ouvrières et qu'un tarif spécial pour les ouvriers serait bienvenu pour faciliter leur installation loin de Paris. Entre-temps, la compagnie Paris-Strasbourg, soutenue par les banquiers Pereire et Fould, monte en puissance et rachète toutes les lignes de l'Est. Au début, elle ne s'intéresse pas du tout à la petite ligne de Vincennes. Elle laisse faire Andro. Le 17 août 1853, coup de théâtre. Napoléon III sonne la fin de la récréation. La fin de la création de lignes en ordre dispersé et le début de l'ère des monopoles. La France est divisée entre 5 compagnies solides, soutenues par de grands banquiers, qui se partagent le gâteau et ont ordre de réaliser des milliers de kilomètres de voies en 9 ans. La
Paris-Strasbourg, bientôt rebaptisée Compagnie des chemins de fer de l'Est, se voit imposer par l'empereur, entre autres, de construire la ligne de Paris-Vincennes à la Varenne et de mettre en place, matin et soir, un train ouvrier à petite vitesse et tarif très bas. Le cahier des charges élaboré par le gouvernement impérial est un modèle du genre. Tout y est prévu. Caffin avait gagné. C'est grâce à son intervention que le chemin de fer va atteindre la Varenne en 1859. En revanche, le train ouvrier fut un échec total. Les ouvriers préféraient vivre misérablement à Paris, proches de leurs usines, proches des bistrots où ils s'alcoolisaient, et les loyers qu'on leur proposait restaient encore trop élevés. L'architecte de Caffin, qui est aussi l'auteur du lotissement des terres de Caffin et de la chapelle Saint-Hilaire, a conçu cette pompe comme un monument que le tout Paris vient découvrir rapidement. Pourquoi ? Parce que c'est le fleuron du lotissement, c'est l'équipement par lequel on attire la clientèle, même si l'eau pompée dans la Marne ne sert qu'à arroser les jardins. Personne n'avait encore l'eau courante, même à Paris. C'est le seul ouvrage dû à Caffin qui subsiste. Voici la publicité de l'architecte Dupomerol, chargé du lotissement et de la vente par lot de la zone sud de la Varenne, Saint-Hilaire-les-Muriers, document conservé par les archives municipales. Bon, comme toutes les publicités, évidemment, elle en rajoute un peu. Ce nouveau village entouré par la Marne et de coteaux pittoresques, sol de première qualité, ayant de 1 à 3 mètres de terre végétale, convient pour jardin, parc et pois. Distribution d'eau pour arrosage, cascades, rochers, rivières et jets d'eau. Les tuyaux sont déjà en partie posés. Quais, boulevards, avenues avec plantations, macadam, trottoirs et bancs. Certains lots sont déjà plantés en jardin, d'autres sont boisés. Pépinières sur les lieux, ainsi que les matériaux de construction. Donc une publicité un peu optimiste sans doute, alors que je vous ai dit que le sol était pauvre. Mais ce n'était pas vrai au Murier, ni dans la zone de la Villa Médicis, où j'ai observé une belle épaisseur de terre végétale lors des travaux de sauvetage et de mise en valeur de la villa que j'avais dirigée. C'était sans doute l'indice d'un ancien bois. Vous noterez que la distribution d'eau concerne une eau non potable, elle n'est pas proposée pour l'alimentation. Quant au trottoir, il n'existe au mieux que sur les voies principales. Tout cela est cependant d'une qualité remarquable par rapport à d'autres lotissements. En 1860, on ne compte encore que 46 maisons sur la zone de lotissement de Caffin et 113 en 1865. Un journaliste décrit la Varenne comme une colonie toute récente de charmantes habitations où l'on voit accourir un grand nombre de familles, où l'été voit accourir un grand nombre de familles parisiennes. Daumier, aussi critique envers les acquéreurs qu'envers les lotisseurs, nous offre la caricature caustique d'une bicoque isolée au milieu de nulle part. Qui croire ? Alexandre Dumas et Cherville sont assez moqueurs dans les parties censurées du Père Laruine sur les moutons de Panurge qui se mirent en branle pour transformer les champs en jardins et les buissons en murailles, et sur la ressemblance de la Varenne avec les ruines d'Herculanum, ces maisons en construction bâchée, ne s'animant qu'à partir du samedi soir. L'un bâtissait une chaumière, un autre un chalet suisse aux persiennes vertes, qui une villa italienne, qui un temple grec, le pompon étant atteint par un bonnetier de la rue de Saint-Denis qui s'est bâti un manoir inspiré d'un décor de théâtre, je crois que cela désigne une villa d'Adanville qui subsiste. Puis 6 ou 7 cabaretiers s'installent, c'était essentiel, pressentant le futur succès du nouveau quartier et des berges de Marne. Il faut dire que ce type de lotissement où chacun était libre de construire sa maison avec ses fantasmes et son mauvais goût au milieu d'un terrain était un mode d'urbanisation tout à fait nouveau. En 1870, un mobile venu de sa province s'en étonne beaucoup et trouve cela étrange. Voilà. Galtier, renseigné par l'arrière-petit-fils de Caffin, indique que sur les routes qu'il avait ouvertes aurait été employé, pour la première fois en France, le rouleau mécanique inventé par un Saint-Maurien, Amédée Jean Balaison. Son père était originaire de Genève et avait épousé une femme de Sardaigne.
Il a été concierge et régisseur de Moina à Polengis, à Joinville, puis au Parc Saint-Maur, lorsque Moina achète le parc en 1830 à la vente des biens des Condé. Balaison fils succède à son père comme régisseur de Moina à la Porte Blanche, dans l'ancienne résidence du dernier prince de Condé. Après la mort de Moina, la Compagnie des chemins de fer de l'Est acquiert le parc et garde Balaison. C'est dans ce cadre qu'il dépose en 1860 un brevet d'invention d'un rouleau à macadam qui sera utilisé pendant 30 ans par la ville de Paris. J'ai retrouvé les plans de cette invention révolutionnaire. Il a muni une locomotive de l'époque de 2 rouleaux bien lourds, 12 tonnes et plus tard 30. L'engin ne peut avoir vu le jour qu'avec l'aide de la Compagnie de l'Est. Il a pu servir à empierrer le chemin de la Varenne, aujourd'hui avenue Foch et avenue du Bac. Galtier disait que c'était la seule voie bien faite de Saint-Maur parce que c'était Caffin qui l'avait faite. En voici les élévations. J'espère qu'on trouvera un jour quelqu'un pour faire une maquette de cet engin génial. Alors, j'arrive au début de mon texte. Patience. Pourquoi mon doigt ne trouve plus rien? Ah, bah alors. Voilà. Bon. Ah, j'ai fait une bêtise, là. On va venir précédent. Voilà. Bon. Alors, en 1861, la Varenne compte quelques centaines d'habitants le dimanche. Et Caffin bâtit une chapelle Saint-Hilaire pour remplacer l'église disparue peu après la Révolution. L'édifice, œuvre de l'architecte Dupomerol, est inauguré le dimanche 18 janvier 1863, date proche de la Saint-Hilaire, au son d'un concert de chant, orgue, piano et violon, au programme l'Ave Maria de Gounod et le Miserere de Verdi, des œuvres alors toutes modernes, interprétées par 4 grands artistes parisiens. C'est une chapelle très familiale. On y trouve les statues des saints patrons des enfants Caffin, Alfred, Amédée, Zoé, ainsi que Marguerite, épouse d'Amédée, et Anne, arrière-petite-fille de Caffin. Sur les vitraux Saint-Hilaire, Saint-Henri, Henri, c'est sûrement l'indice du prénom usuel de Caffin, et Sainte Félicité, patronne de la fidèle épouse de Caffin. Félicité a collaboré à toutes ces entreprises durant 60 ans, sans jamais apparaître dans aucune publication, bien entendu, et elle meurt un an plus tard. Caffin a donné son nom à l'avenue Félicie, aujourd'hui avenue Albert Ier. Ah, décidément, je suis fâché, très fâché avec la fonction... Non, elle ne veut pas me donner mon texte. Je suis fâché avec la technique. Oh, pas possible ça. D'habitude, il me... Non, là ça... Pas facile quand on n'a pas le doigt trop épais. Il est fatigué. Je vais y arriver. Hein. J'arrive pas à atteindre le bas de mon texte. Il veut pas me le donner avec ce truc-là. Et ça, elle a décidé de se fâcher là. Ça, là, vous l'avez retrouvé. Très bien. Alors ça marche. Voilà. Si ça veut bien continuer. Non, j'en ai encore. Ah non, vous avez raison. D'accord. Bon, alors, je vais vous parler de Félicité et de l'inauguration de cette chapelle. Alors, l'inauguration est suivie d'une fête et d'un splendide repas dans le joli château de la famille Caffin d'Orsigny. Caffin accueille les artistes, ses amis, les notables du pays. Dans un enclos derrière le château, l'organiste Gilbert, qui est également sculpteur, a mis 7 mois à décorer une grotte ornée peuplée de 1000 créatures fabuleuses, chimères, reptiles, larves fantastiques, ruines, clochers, cathédrales, gothiques, girandoles, stalactites, cristaux, étoiles azurées, colonnades et portiques, lueurs phosphorescentes, jeux de lumière, coquillages nacrés, oiseaux de nuit, êtres inconnus, etc. Il faut nous contenter de la description parce que je ne connais pas de représentation de cette œuvre extraordinaire dont il ne subsiste absolument rien.
Ça n'a pas dû plaire beaucoup aux lotisseurs qui ont suivi, ou plutôt si, je sais qu'il l'a fait disparaître. Je vais vous en parler. Des noms, voilà. Alors, la chapelle de Caffin a laissé place au début des années 1930 à l'église actuelle, qui présente la particularité d'avoir été construite par enveloppement de la petite chapelle, laquelle fut ensuite démontée et évacuée en morceaux par morceaux. Il en subsiste une statue de Saint-Hilaire en terre cuite qui a été replacée dans l'église Saint-Hilaire actuelle. Elle était l'œuvre de Gosselin frère, statuaire ornementiste, attesté à Paris en 1850-1870 et spécialiste des statues de terre cuite inaltérables. Cette statue provenait, comme je vous l'ai indiqué, de l'orangerie de Caffin qu'elle surmontait et elle marquait l'emplacement de l'ancienne église Saint-Hilaire élevée par Gourville en 1693. La journaliste Bader a noté la dignité et la paternelle et bienveillante hospitalité de Caffin, ainsi que le caractère particulièrement patriarcal et paternaliste de la cérémonie de 1863. 2 mois plus tard, c'est au motif des nombreux équipements publics dont il a doté la population de Saint-Maur-la-Varenne, que Caffin reçoit la Légion d'honneur. Le motif est dérisoire. Les nombreux équipements, ce sont la chapelle, le presbytère, la pompe et un local où, depuis 1859, il paye un instituteur pour tenir école. Tout cela n'a rien d'exceptionnel. L'évergétisme des notables au XIXe siècle supplée couramment l'indigence des communes. C'est-à-dire qu'à cette date de 1863, son riche passé d'agronome, interrompu il y a près de 20 ans, et le rôle qu'il a joué dans le développement agricole en Île-de-France, qui sont ses véritables titres de gloire, sont déjà tombés dans l'oubli. Le brusque basculement de la campagne à la ville, avec l'installation d'une population nouvelle, a occulté la mémoire du passé agricole. Le 9 mars 1870, Caffin meurt dans sa 89e année, après avoir partagé son héritage par tirage au sort, publié encore quelques études et proposé de céder l'église Saint-Hilaire à la commune qui n'en veut pas. Les journaux spécialisés saluent sa grande énergie dans ses entreprises agricoles à une époque où l'agriculture était presque abandonnée aux paysans et livrée à la routine. Il salue aussi ses valeurs morales. C'était, dit le journal Les Mondes, l'homme par excellence de la vieille et cordiale hospitalité. Son bonheur était d'être entouré de ses amis. On l'avait vu même au milieu d'infirmités douloureuses, gai, spirituel, bienveillant et grandement généreux. Il avait un haut degré, le sentiment du beau et du bon. Alors juste une dernière image sur la postérité, justement, des ouvrages de Caffin. Alors cette fois-ci, vais-je arriver à remonter? Ouais. Voilà, un dernier mot donc sur le château Caffin, connu par les cartes postales anciennes. Dans cet état, il ne date pas de Caffin d'Orsigny. Celui de Caffin d'Orsigny, c'est le modeste château que vous avez vu avec la gravure de la ferme. Celui-ci, c'est en fait le château de Caffin, mais redécoré de façon prétentieuse par son petit-fils, Stéphane Dezeau, négociant parisien, qui en a été propriétaire jusqu'en 1910. Plusieurs bâtiments de ferme, dont la raffinerie, ont subsisté jusque dans les années 30. En 1934, c'est Auguste Marin qui a fait acheter le château et l'orangerie par la ville pour les raser aussitôt et prolonger sans véritable nécessité l'avenue du château. C'est là que je me rends compte que c'est aussi lui, forcément, qui a fait démolir cette magnifique sculpture qui se trouvait au milieu de la future avenue. Il a racheté également l'ancienne raffinerie devenue une usine de savon, cédée par son dernier propriétaire, Max Clark, un ingénieur russe. J'avais été en contact avec M. Clark il y a quelques années, mais il était trop tard pour tirer de lui quelques souvenirs. Le bâtiment a laissé place au square Saint-Hilaire. Alors, comme c'est à la même époque que se développe la commune libre de la Varenne, le comité de la Varenne ainsi que le syndicat d'initiative composé uniquement de commerçants de la Varenne, avec de fortes velléités d'indépendance et soutenu par le rival de Marin, Émile Galtier, notre fondateur, et l'Union régionale, je me demande si Auguste Marin n'a pas intentionnellement fait disparaître les derniers symboles du temps de la quasi-indépendance de la Varenne.
Voilà donc réhabilité la mémoire de Caffin d'Orsigny. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec les techniques agricoles, les rats des villes que nous sommes étant bien éloignés des préoccupations des rats des champs. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très complet sur Caffin. Alors, je suis sûr que certains ou certaines dans le public ont peut-être quelques questions à vous poser pour des précisions ou des compléments d'information. Donc, n'hésitez pas. Boulevard de la Marne, où j'habite, une petite exploitation agricole a continué jusqu'au moment où nous avons acheté ce terrain, c'est-à-dire en 1976. Il s'agissait d'un petit horticulteur qui s'appelait Monsieur Sivignon. Je ne sais pas si quelqu'un l'a connu. C'est un terrain de 800 mètres carrés environ. C'était tout petit, mais... Il y avait, quand nous l'avons acheté, il y avait encore les châssis, la serre et 2 petits bâtiments qui dataient des années 1830 à peu près. Alors, les horticulteurs, évidemment, se développent avec l'urbanisation. Ils n'en avaient pas autant de Caffin, ou presque, mais dès qu'on commence à construire et à aménager des jardins, donc des horticulteurs, il y en avait partout. Bien sûr. C'est pas une survivance alors? Non, il n'y a pas de lien pour moi. Vous savez, l'horticulture, c'est très différent de l'agriculture. C'est vrai. Oui, j'ai coupé ça. Je ne suis pas spécialiste. Si ça, il marche. Il faut du temps. Vous m'avez éclairé sur l'origine du mot, puisqu'il y a la rue des Piliers, donc je suppose que c'est en souvenir de la ferme des Piliers. Mais la ferme elle-même, d'où venait ce nom des Piliers? Alors là, ça n'est pas une question agricole. Effectivement, on voit apparaître ce nom dès la Renaissance. Et à la Renaissance, les piliers, en fait, sont des pilastres. Ce n'est pas des piliers, c'est des pilastres qui décorent les façades. Alors, c'est compliqué dans le cas de Saint-Maur parce que on a 2 hôtels des Piliers, un à la Varenne et un au Vieux-Saint-Maur, qui n'appartiennent pas aux mêmes personnes. Donc, dès que je vois cette appellation, maintenant, je suis sûr que c'est des bâtiments de la Renaissance. Il y a eu des dommages au moment de quand il a le siège de Paris vers 1870. Est-ce que il y a des répercussions sur l'ensemble de la Varenne? Il y a simplement Champaignol qui aurait été brûlé, puisqu'il y avait le général dont la maison avait été brûlée. Alors ça, c'est encore un tout autre sujet. Oui, bien sûr, Saint-Maur a été pillé en plusieurs phases, mais les premiers pilleurs, ça a été l'armée française, qui a occupé les maisons, qui a pris tout ce qui était en bois, lambris, portes, pianos, pour se chauffer. Le siège de Paris, c'est en plein hiver par des moins 15 degrés, des froids exceptionnels. Et donc le pillage est d'abord français. Il y a eu aussi des pilleurs français, et je pense que les Allemands ont fini de piller ce qui était déjà très abîmé. Alors dans le cas de Caffin, par exemple, oui, j'ai bien trouvé trace d'un pillage. Il y a beaucoup de détails, il y a des dossiers assez complets, à la fois archives municipales et archives du Val-de-Marne, sur tous les pillages de 1970. Il y aurait de quoi faire un exposé complet, c'est peut-être pas très passionnant. Et donc le château Caffin, par exemple, a été pillé, mais apparemment c'était par des Français en 1871. On lui avait volé 9 grands tableaux de maître. Il ne faut pas croire que les grands fermiers d'autrefois n'aient pas été des gens cultivés, s'intéressant à l'art, etc. On est surpris quand on peut avoir des inventaires après décès de découvrir tout ce qu'ils pouvaient posséder. Merci. J'habite avenue Caffin et je voudrais savoir aujourd'hui, notre quartier, il y a vraiment partout des arbres
majestueux. Vraiment, vraiment de très, très beaux arbres. Donc, ils datent de quelle période? Entre autres, j'ai presque sous mes fenêtres une très, très belle serre. Il devait y avoir de très belles propriétés qui sont arrivées postérieurement à la période dont vous nous parlez. Alors, sûrement pas dès l'époque de Caffin, puisque les premiers propriétaires construisent plus souvent des maisons modestes. Au début, c'était pas vraiment un grand rêve que de venir habiter à la campagne, hein. Donc, on a plutôt des gens qui investissent dans des terrains. Ils investissent à Saint-Maur parce que c'est pas encore cher, alors qu'à Paris et autour de Paris, il y a des endroits déjà beaucoup plus chers. Et c'est dans une deuxième phase qu'apparaît une urbanisation avec la construction de belles villas. Les villas de 1860, généralement, sont plutôt assez, peut-être pas forcément modestes, mais un peu standard, un peu sèches dans leur architecture, hein. C'est le cube avec un toit. Les belles maisons, c'est plutôt vers la fin du 19e siècle, où là, on a des familles qui font un choix de s'installer et de s'organiser une très belle propriété. Concernant les avenues qui sont bordées d'arbres, donc il y avait aussi, il y a plein d'avantages à la plantation d'arbres, et la lecture des comptes rendus du conseil municipal indique bien que c'est aussi une source de revenus pour la ville qui vend les arbres régulièrement. Et c'est à partir essentiellement d'Auguste Marin qu'on va avoir cette volonté d'avoir des avenues plantées d'arbres que l'on ne va pas vendre pour le bois de chauffage. Et la plupart des avenues qui sont actuellement, enfin les arbres qui sont sur les avenues actuellement, sont des plantations post-Seconde Guerre mondiale. Et donc des arbres qui ont 60, 70, 80 ans maintenant. dont vous parlez, à la fin du 19e, c'était des maisons de campagne ou des habitations à l'année? Alors, il faut reconnaître qu'on n'a pas étudié tous les cas de figure, mais il y avait eu des études, par exemple, pour le parc Saint-Maur. Et au parc Saint-Maur, on a beaucoup de propriétaires qui louent. Au début, il y en a relativement peu qui habitent. Donc, c'est plutôt un placement. Même quand ils font construire, c'est pour louer. Pour habiter à Saint-Maur, à cette époque-là, il faut être retraité en quelque sorte. On ne va pas dire je vais aller à Saint-Maur et être réveillé à Paris avec le train n'avait pas la rapidité du RER. Le charbon n'avait pas la propreté non plus de l'électricité. Alors, quand même, pour compléter, pour le parc, il y avait quand même quelques notables qui pouvaient... au début du XXe siècle, qui travaillaient à Paris et dont la femme et les enfants, par contre, résidaient à l'année, donc avec soit des voyages le week-end pour le père de famille, soit éventuellement des allers-retours quotidiens pour certaines professions. Début 20e, oui. Plutôt début 20e. Fin 19e. Alors, au 19e, on n'imagine pas trop, mais le train, c'est bien, mais c'est que le train à ses débuts, il allait beaucoup plus lentement qu'une voiture avec un cheval. La rapidité et le luxe, c'était de rester en voiture à cheval, bien sûr. Le train à ses débuts n'était pas du tout un progrès. C'était plutôt le pittoresque. Effectivement, les Parisiens, ils venaient le dimanche en prenant le train. C'était pour s'amuser. Alors, en parlant du train, un petit complément, puisque vous avez parlé des 2 trains qui étaient organisés le matin pour les ouvriers à la demande de l'empereur, des trains ouvriers qui ont perduré jusqu'à la fin, a priori, de la Compagnie des chemins de fer de l'Est jusqu'en 1937, mais qui ne partaient que de la Varenne. C'est-à-dire qu'après l'extension de la ligne de Vincennes au-delà, eh bien, le tarif ouvrier Razmotte pour le train du matin et le train du soir, c'était pour des trains qui faisaient Paris-La Varenne. Les habitants de Sucy n'y avaient pas droit. Alors, ce train ouvrier, il n'était pas cher, mais il avait un inconvénient, évidemment. Pour que la tarif soit faible, il ne fallait pas dépenser trop de charbon. Et donc, ce train ouvrier roulait à très petite vitesse.
En fait, ce train ouvrier, il était vide à ses débuts, mais peu à peu, ça a fonctionné. Ça a fini à fonctionner. De même qu'au début, la Compagnie de l'Est ne croyait absolument pas à cette ligne. Pour elle, c'était une grande dépense inutile. Et donc, elle a dépensé très cher parce que par rapport aux terrains qui sont entre Paris et Strasbourg, les terrains de Saint-Maur étaient déjà chers. Donc, elle a dépensé très cher en comblement de carrières, en ouvrages d'art, viaducs, etc. Donc, elle pensait que ça ne serait pas du tout rentable. Personne n'avait imaginé le rush que ça allait provoquer pour les Parisiens du dimanche. Là, ça a été la surprise. Très vite, il a fallu mettre autant de trains pendant le dimanche que pendant toute la semaine. Oui, mais ensuite, il y a eu le train des Roses. Il y a eu l'exploitation du train des Roses, qui s'est beaucoup prolongée. Et à cette époque-là, je pense que ça devenait peut-être plus rentable avec le train des Roses. Oh bah, c'était un plus, sans aucun doute, oui. Alors, la rentabilité, on peut en parler, puisque dans l'entre-deux-guerres, la compagnie des chemins de fer de l'Est avait quand même envisagé la fermeture pure et simple de la ligne. Avec, alors pas totalement, puisqu'une partie devait être électrifiée et transformée dans une sorte de métro, et tout le reste de la ligne, Saint-Maur compris, devait disparaître, puisqu'il n'y avait plus assez d'activité pour justifier le maintien. Et ça explique aussi pourquoi, et certains dans cette salle disaient il y a 5 minutes qu'ils avaient pu connaître le train à vapeur. La compagnie des chemins de fer de l'Est d'abord, la SNCF ensuite, du fait de ce déficit d'exploitation, ont très peu investi dans la ligne de Vincennes pendant de très nombreuses années, jusqu'à la création du RER A. Et quand on voit les photos en 1968 ou 67 des installations SNCF à Nogent et du dépôt, on constate qu'effectivement, il n'y avait pas eu vraiment d'investissement depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais parce que justement, la rentabilité n'était plus là dès l'entre-deux-guerres. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur CAF1 ? Recentrons un peu. Encore dans les années 60, qui donnait en partie sur la rue Saint-Hilaire, c'était la ferme des Piliers. Parce qu'il y avait une étable rue Saint-Hilaire, moi je l'ai connue. C'était plus la ferme des Piliers, c'était des laiteries installées. C'était des laiteries installées postérieurement. Il n'y a pas de lien direct. Il n'y a pas. Bien, eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bel été, et donc à l'année prochaine pour le retour des Mardis de l'Histoire, pour 5 nouveaux rendez-vous dans la saison prochaine. D'ici là, passez un bel été et à bientôt.